Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir pour cette journée consacrée au rendez-vous majeur. Nous sommes actuellement à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Une journée consacrée au débat et aux conférences, mais j'y reviendrai dans quelques instants. Je vous propose tout d'abord de vous présenter nos intervenants pour cette plénière d'ouverture. Monsieur Yves Blin, bonjour. Vous êtes président d'Amaris et député du Rhône. À ma gauche, Monsieur Cédric Bourriet, bonjour. Vous êtes directeur général de la prévention des risques, donc vous représentez le ministère de la Transition écologique. Et donc à ma droite, Monsieur Alain Thirion, vous êtes directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et vous représentez le ministère de l'Intérieur. Merci d'être présents tous les trois. Donc peut-être Monsieur Blin, en tant que président d'Amaris, quelques mots d'accueil avant de présenter un peu plus en détail le programme. Avec plaisir, bien sûr. Et un grand bonjour aux 822 personnes qui se sont inscrites à cette journée, puisque nous venons à l'instant de relever le compteur des inscriptions. Donc c'est déjà pour nous un vrai succès. Ça veut dire aussi qu'il y avait une vraie attente de tous les acteurs de la prévention des risques. Un mot déjà de remerciement à tous ceux qui ont été les partenaires principaux de cette journée, la Direction générale de la prévention des risques, bien sûr, l'INERIS, qui est un co-organisateur. Un merci aux partenaires financeurs, il ne faut pas les oublier, je pense à France Chimie, l'Union française des industries du pétrole, le MEDEF, Filiance. Un clin d'œil amical à Jacques Vernier, président du Conseil supérieur de la prévention des risques, qui a en son temps initié des rencontres à Douai sur la question des risques majeurs, qui ont marqué les coopérations entre les différents acteurs de ce domaine-là. Et puis, je pense aussi au syndicat national des inspecteurs des installations classées, France Nature Environnement, l'ONTPE, les S3PI, bref, tout ce petit monde de la gestion des crises qui nous a accompagnés dans la préparation de cette journée dont le fil rouge est la question, et pour Amaris qui représente tous les élus concernés par la question des entreprises Céveso sur leur territoire, dont le fil rouge est la question de la prise en compte de la situation des habitants, riverains ou pas riverains, concernés par la présence de ces installations, avec un triple objectif: la question de leur protection, de la protection des habitants. C'est une question évidemment centrale pour notre association. Comment assurer la protection des habitants, mais en même temps créer un écosystème favorable au développement des entreprises? La France n'a pas pour objectif de les faire fuir. Elles sont bienvenues sur son territoire, même quand elles manipulent des process qui peuvent être dangereux, mais il faut qu'ils soient maîtrisés. Mais elles doivent savoir quels sont les bienvenus. Il y a donc une relation à chercher astucieusement, à construire pour que protection des habitants et accueil des entreprises aillent de pair. Et enfin, évidemment, on en parlera beaucoup aujourd'hui, la question de la recherche des meilleurs outils de gestion de crise. Mais je pense que sur cette question-là, les témoins qui vont participer aux différentes tables rondes dans la journée ne manqueront pas de nous éclairer. Un grand merci à Cédric Bourriet, à Alain Thirion d'ouvrir cette journée au titre des ministères qu'il représente, aux deux ministres qui les ont délégués, Madame Pompili et Monsieur Darmanin, dont je sais l'attention qu'ils portent à ce sujet. Merci Monsieur Blin pour ces propos introductifs. Vous le disiez, 822 inscrits, nous vous remercions de votre participation. Voilà, Covid oblige, même si les choses tendent justement à s'améliorer, un format 100% digital pour cette année, où vous aurez loisir toute la journée de voir des débats, des conférences, 12 en tout, 9 débats et 3 conférences, répartis sur 3 espaces différents avec bon nombre d'intervenants, des différents partenaires que vous avez cités. Et justement, cette dimension partenariale se retrouve dans l'organisation de cet événement, dans la prévention et la gestion des risques, mais il y a aussi un bon nombre de partenaires et d'acteurs qui n'ont pas pu être présents. Et c'est pour ça que je vous invite pour continuer sur la note du numérique, d'aller sur le site internet des rendez-vous majeurs, rendez-vous-majeurs-toutattaché.com, où il y a notamment une rubrique sur le terrain, où vous retrouverez des articles, des vidéos de ces acteurs qui n'ont pas pu être présents, mais qui œuvrent au quotidien, justement dans le cadre de la prévention et de la gestion des risques.
Tout au long de ces débats et de ces conférences, vous aurez possibilité, bien sûr, de participer et d'interagir avec nos intervenants. Normalement, il y a sur la plateforme sur laquelle vous êtes 2 chats, 2 fils de discussion. Un fil de discussion entre vous, si je puis dire, dans le sens où vous pouvez interagir entre les différentes personnes qui seront connectées à la plateforme. Et vous aurez également la possibilité, via le second chat, le chat Posez vos questions aux intervenants, d'interagir justement avec les intervenants, et les animateurs qui seront répartis sur les 3 plateaux recevront directement vos questions et que nous tenterons, dans la mesure du possible, d'intégrer au débat. Vous êtes nombreux à être connectés, donc je pense que vous comprendrez qu'on essaiera de prendre un maximum de questions, mais que nous n'aurons pas forcément capacité à toutes les prendre. Pour autant, elles vont nourrir la réflexion qui anime justement l'ensemble des acteurs et des partenaires que vous avez cités, Monsieur Blin. Voilà pour les modalités d'intervention. Les différents intervenants et animateurs reviendront là-dessus pour les rappeler et pour mobiliser justement votre participation. Alors, je vous propose peut-être, pour donner la parole rapidement à nos 2 directeurs généraux, on sait que la prévention et la gestion des risques majeurs est une préoccupation forte du gouvernement, c'est essentiel, et la mise en œuvre appelle un travail collaboratif entre collectivités industrielles, habitants, organisations syndicales et bien sûr l'État, au travers notamment des ministères, j'ai dit, de l'Intérieur et de la Transition écologique. Et depuis presque 20 ans, de nombreuses mesures ont été mises en place pour protéger les populations et les infrastructures, et bien sûr l'environnement. Mais quand bien même, l'expérience démontre que le risque zéro n'existe pas, et les derniers accidents technologiques, en France ou ailleurs, nous rappellent combien il est nécessaire d'être dans une logique d'amélioration continue de nos efforts. Et justement, un des accidents que nous avons tous en tête, c'est l'incident de Lubrizol. En 2019, plus précisément, il a montré que des leviers d'amélioration étaient encore possibles dans la prévention et l'anticipation des risques majeurs. De ce fait, Monsieur Bourrier, une première question que j'aurais envie de vous poser. Quelles leçons ont été tirées depuis l'incident de Lubrizol et quelles ont été les actions mises en place par le gouvernement justement pour anticiper et répondre à ces leçons? Merci, bonjour à tous. En termes de leçons, peut-être serait-il utile, même si on se rappelle l'ampleur de l'accident, de la catastrophe, d'identifier 2 ou 3 points qui ont bien fonctionné, puisque les leçons, c'est aussi conforter ce qui a bien fonctionné. Et parmi les choses qui ont bien fonctionné, c'est la réduction du risque à la source qui avait été amenée plusieurs années avant. Et notamment, si le même accident s'était produit une dizaine d'années avant, les conséquences auraient été bien plus importantes, parce qu'il y avait des stockages de gaz à côté de là où l'incendie a pris. Et ces stockages de gaz auraient sans doute été emmenés par un effet, ce qu'on appelle l'effet domino, vers une explosion avec des effets plus importants. Et ça avait été identifié et le stockage avait été retiré. Et il y avait aussi un certain nombre de produits chimiques qui étaient stockés à proximité de l'entrepôt qui pouvaient avoir des effets toxiques. Et là, alors ils étaient présents le jour de l'accident, mais il y a eu une très bonne collaboration entre l'industriel, les services de secours, les services de l'inspection des installations classées qui, dès les premières minutes, dès les premières heures, grâce aux exercices qui avaient été menés régulièrement, ont pu mettre à l'abri ces produits, enfin, en tout cas mettre à l'écart ces produits et faire en sorte qu'il n'y ait pas de développement d'accidents plus graves. Autre point qui a plutôt bien fonctionné, c'est l'étude de danger qui avait été établie auparavant et qui cherche à identifier les risques et les scénarios d'accident et qui avait mis en évidence le fait de dire, voilà, dans cette usine, il y a des parties process avec des risques très importants, il faut éviter l'effet domino avec le stockage, et puis il y a ce stockage, et s'il y a un effet sur ce stockage, autant il peut y avoir, pendant l'incendie, des fumées, des difficultés respiratoires, des effets sanitaires. On espère le plus temporaire possible, les enquêtes de santé sont encore en cours, mais en tout cas des effets, voilà. En tout cas, les effets immédiats avec mise en danger instantanée de la vie de l'homme, on savait que c'était limité à un périmètre assez restreint, ce qui a permis aux services de secours d'établir le périmètre qui allait bien, de pouvoir intervenir en sachant là où ils mettaient leur vie en danger immédiat ou pas. Et donc ces points-là, qui ne doivent absolument pas dissimuler, et je vais y venir, et c'est évidemment l'objet de votre question, tout ce qui doit encore être amélioré, progresser, mais ces points-là sont des points qui ont bien marché, réduction de risque à la source, exercice, enfin plan d'urgence, exercice régulier pour que chacun soit prêt le jour J, et par ailleurs avoir des études de danger qui anticipent ce qui peut se passer. Ces 3 points qui sont importants, il s'agira de les développer aussi. Maintenant, évidemment, votre question porte sur ce qui mériterait d'être amélioré et les actions qui ont été décidées par l'État. Globalement, je dirais que 4 principes ont été retenus. Premier principe, c'est la réduction du risque à la source. Ça reste pour nous la mère des batailles. On est la prévention des risques. Vous l'avez dit, le risque zéro n'existe pas. C'est évidemment un cliché, une banalité que je suis en train de donner maintenant. Mais pour autant, il faut tendre vers ce risque zéro et chercher à réduire les risques en permanence. Pour ça, plusieurs choses ont été décidées et mises en œuvre. D'abord, il y a un très fort renforcement de la réglementation pour le stockage de matières. Les industriels qui sont connectés et qui sont concernés ne démentiront pas, je pense, ils voient bien à quoi je fais référence. Il y a un énorme bloc réglementaire qui a été pris depuis.
Je ne vais peut-être pas rentrer en technique, sauf si vous le souhaitez ultérieurement, mais ça porte notamment sur le type d'emballage, de contenant pour les produits, puisque les produits de l'emballage tels qu'ils étaient, ça posait des vraies difficultés opérationnelles pour les pompiers et pour les services de secours. Et donc, il y a un certain nombre de modalités de stockage qui sont désormais interdites. Ça pose des questions sur les rétentions et comment on évacue la nappe de liquide enflammé, puisque là encore, le retour d'expérience, c'est que les pompiers se sont retrouvés face à une nappe d'une ampleur incroyable. Et on a vraiment eu la chance d'avoir des pompiers et des services de secours de grande qualité, mais je laisserai Alain Thirion souligner la qualité de l'intervention qui a été menée au moment de la crise. On a aussi des règles sur les stockages dans les entrepôts qui ont été augmentées. Vous avez mentionné le nom de Lubrizol. En pratique, ce sont bien deux entreprises qui ont brûlé, Normandie Logistique et Lubrizol, qui étaient très voisines l'une de l'autre. Les deux ont été prises dans l'incendie. On laissera la justice trancher pour savoir qui est l'origine et qui a créé l'effet domino sur l'autre. Je ne rentrerai pas dans ce débat aujourd'hui. En tout cas, c'est bien deux entreprises, un stockage de produits chimiques et notamment inflammables de combustible, et un entrepôt de stockage avec notamment des matières similaires, mais d'autres aussi. Et donc, on a travaillé à la fois dans la réglementation sur les stockages de liquides, combustibles, inflammables et sur les entrepôts. C'est un énorme bloc réglementaire qui va avoir un certain impact financier et technique, et donc qui va s'étaler sur plusieurs années pour qu'il soit absorbable pour les entreprises. Car je confirme ce que disait M. Blin, les entreprises sont des bienvenues et on cherche avec pragmatisme à faire en sorte que tout soit sous contrôle, mais soit techniquement et économiquement accessible. Autre mesure pour la prévention des risques, c'est une action d'inspection qu'on va mener dans les 3 années qui viennent, dans les 100 mètres aux alentours des sites Seveso, puisque Normandie Logistique, la deuxième entreprise qui était concernée par cet accident dit de Lubrizol, était dans une situation administrative pas complètement conforme à ce dont l'administration avait connaissance. Et donc, il s'avère que si jamais sa situation administrative était mieux connue, sans doute les prescriptions de sécurité qui lui étaient opposables et les modalités de contrôle et d'inspection dans le programme d'inspection instance classée auraient été différentes. Et donc, on se dit, voilà, peut-être qu'il y a des gens qui, de bonne ou de mauvaise foi, là encore, je ne rentre pas dans ce débat-là, sont aux alentours de sites Seveso et n'ont pas accompli les formalités ou ne se sont pas fait connaître de l'administration de la façon dont elles auraient dû. Et donc, c'est l'occasion d'aller voir et donc d'identifier potentiellement d'autres situations de proximité importante et qui peut générer un impact sur un site Seveso, soit en aggravant ce qui aurait commencé sur le site Seveso, soit en étant la source de problèmes qui vont apparaître sur le site Seveso. Et donc, on mène pendant 3 ans cette action d'inspection systématique dans la bande de 100 mètres autour. Dernière chose aussi que je voudrais mentionner, c'est les quick wins, c'est-à-dire que face à des sites Seveso qui peuvent être d'une très grande complexité, on a ce que j'appelais l'étude de danger, qui permet de recenser tous les risques, tous les accidents, leurs conséquences, et on essaye de les classer sur une certaine forme de criticité. On utilise pour ça plein de méthodes dans différents pays européens. En France, c'est une espèce de matrice où on regarde la probabilité, la gravité, et puis voilà, on a les accidents les plus importants, les plus critiques, et ceux qui sont un peu moins critiques. Et évidemment, on a toujours tendance à mettre le paquet sur les accidents les plus critiques, et dire c'est là où on met notre priorité d'action, et c'est évidemment très sain. Il n'empêche que parfois, pour des accidents un peu moins critiques ou pour des zones un peu moins critiques, il peut exister des petites choses, pas très chères, des bonnes pratiques, des petites techniques qui sont apparues entre-temps et qui permettraient de les éviter aussi. Et donc il ne s'agit pas de dire on détourne les moyens pour les mettre sur les choses les moins critiques, mais de dire s'il y a des petites choses pas très chères qu'on peut faire qui améliorent la sécurité, y compris sur des accidents dits moins critiques, alors ça vaut le coup de les faire. Ce qui n'était pas forcément une habitude qui a été prise par les industriels et même l'administration. Et là, il y a une illustration très concrète, puisque probablement qu'une zone de stockage extérieur, dite court carré, a joué un rôle important dans le démarrage de l'incendie, même si elle n'avait pas d'effet important en tant que tel. Et là, on a identifié le fait que, dans cette zone, qui n'était pas la zone la plus critique, il y avait des petits investissements, des petites caméras, des petites choses qui auraient pu être mises en place, et que c'est dommage de ne pas avoir eu cet effort un peu systématique. Et donc là aussi, désormais, ça fera partie des obligations. Ça, c'est le premier principe, réduire le risque à la source. Deuxième principe, c'est se préparer à l'accident, à la gestion de crise. Alors, je parle évidemment sous l'angle du ministère de la Transition écologique, et donc évidemment, Alain Thirion complétera vis-à-vis de l'action du ministère de l'Intérieur. Mais en ce qui nous concerne, plusieurs choses. D'abord, avoir un meilleur recensement presque instantané des quantités de produits et de la nature des produits stockés. Une des difficultés qu'on a rencontrées dans l'accident de Lubrizol et de Normandie Logistique, c'est qu'il a fallu plusieurs jours pour avoir le descriptif exact de ce qui avait brûlé. Et encore, les deux entreprises ne l'ont pas donné dans le même délai, ce qui a donné un effet un peu bizarre dans la façon dont c'était rendu public. Ce n'est pas que c'était une inconnue incroyable de savoir ce qui était susceptible d'être sur le site, mais ce n'est pas la même chose de savoir ce qui est susceptible d'être sur le site, qui est autorisé, qui est, voilà, et de dire, ce jour-là, à cette heure-là, dans ce bâtiment-là,
par rapport au mouvement qu'il y a eu de, je sais pas, transpalette, de camions, de ci, cela, c'est exactement tel et tel et tel produit parmi tous ceux qui étaient autorisés, qui étaient présents. Pourtant, c'est une information qui est importante, au moins pour la communication et pour que les gens sachent, en pratique aussi, souvent, pour pouvoir faire des interventions et savoir comment gérer la crise, même si on est préparé à toutes les hypothèses. Et donc, cette incertitude, elle est moins importante pour les gestionnaires de crise que pour la communication et la transparence et la bonne compréhension de tous. Et donc là, désormais, il y aura l'obligation pour ces sites de tenir un inventaire beaucoup plus précis, beaucoup plus régulier qu'avant, et dans des termes intelligibles pour le grand public. C'est-à-dire que là aussi, une des difficultés qu'on a rencontrées, c'est avoir des listes de produits, des listes commerciales ou techniques. C'est bien beau, mais ce n'est pas forcément ça qui va aider les gens à bien comprendre de quoi on parle. Et donc, c'est important que cet inventaire régulier, alors, pas à chaque seconde, on ne va pas suivre avec les GPS chaque carton, chaque fût, mais très régulièrement un inventaire et dans des termes intelligibles. De la même façon, les produits de décomposition, c'est-à-dire la composition des fumées et des éventuelles retombées de la suie, on aura la volonté d'être beaucoup plus précis qu'avant dans la connaissance ex ante, c'est-à-dire dans la fameuse étude de danger, des produits les plus significatifs, les plus sensibles, soit en raison de leur quantité qui sera émise, soit en raison de leur nocivité. Et donc, il y a une obligation pour les industriels, désormais, ces vaisseaux, d'anticiper dans l'étude de danger les produits de décomposition susceptibles d'être émis. Autre point sur la préparation de gestion de crise, je l'ai dit, il y a quelque chose qui a bien marché, c'est les premières actions immédiates menées par l'industriel et ses équipes, les services de secours et l'inspection des installations classées, grâce au POI, plan d'opération interne, qui est un plan d'urgence qui est prévu à l'avance, qui avait été établi et qui avait fait l'objet d'exercices réguliers. Et ça, on s'est dit, il faut que cette bonne pratique, on la généralise. Et donc, d'une part, il a été décidé que cette obligation de POI, qui était limitée aux seuls établissements Seveso seuil haut, sera désormais obligatoire pour tous les établissements Seveso, seuil haut et seuil bas. Il y aura des fréquences d'exercice minimales à réaliser, de façon à faire en sorte que tout le monde soit prêt si l'accident devait se produire. Troisième principe, c'est au cours de la gestion de crise et dans les périodes qui suivent, d'être le plus professionnel possible pour savoir quels sont les impacts à l'extérieur et quelles sont les conséquences, ou en tout cas les mesures de remédiation. Plusieurs choses dans ce domaine. D'abord, et c'est un retour d'expérience des premiers incidents qu'il y a eu chez Lubrizol, pour le coup Lubrizol tout seul en 2013, c'est qu'on avait amené les industriels à contractualiser avec des bureaux d'études capables de faire des prélèvements dès les premières heures, des prélèvements de retombées par exemple, qu'on puisse analyser et savoir exactement ce qui est retombé et répondre à toutes les questions qui se posent. Ça a plutôt bien marché dans l'accident qu'il y a eu en septembre 2019. Le bureau d'études a été présent très vite et des prélèvements ont été faits. Ça a été un peu plus compliqué sur certains aspects très pratiques du retour des analyses, des délais, des degrés de précision et autres, et c'est des leçons qu'on apprend, et donc il y aura un renforcement de ce côté-là vis-à-vis du dispositif pour les entreprises qui seront présentes. Autre point important pour la gestion de crise, c'est rendre public de façon lisible et cartographier les prélèvements qui sont faits. Des centaines de prélèvements ont été faits dans les 24, 48, 72 heures qui ont suivi l'accident. Ils ont été rendus publics sur le site de la préfecture, mais du coup, ce sont des séries de tableaux et de rapports de bureaux d'études très techniques, avec des lieux de prélèvement qui étaient un nom de rue ou des coordonnées, etc. etc. Et ça aide personne à vraiment se représenter, enfin, dans le grand public bien sûr, à vraiment se représenter qu'est-ce qu'on a mesuré où et quelle était la valeur. Et donc, il y aura, on est en train de mettre en place un dispositif pour faire en sorte que si de tels accidents devaient se reproduire, ce sera beaucoup plus facile de voir apparaître sur une carte qu'est-ce qu'on a mesuré où. Est-ce que c'est l'eau potable? Est-ce que c'est la qualité de l'air? Est-ce que c'est les retombées de suie? Est-ce que c'est les quantités dans l'herbe? Voilà, ça sera. L'idée, c'est d'être beaucoup plus transparent. C'était transparent, mais de rendre l'information plus accessible. De la même façon, on a constaté qu'on manquait parfois de repères, de référentiels pour certains polluants qu'on a mesurés, parce qu'il n'y a pas de valeur sanitaire. Et donc, on savait que voilà, on a mesuré tant de plomb à tel endroit, dans les retombées, dans la suie. Le plomb n'étant pas forcément d'ailleurs le meilleur exemple, mais on avait d'autres retombées. Et puis, est-ce que c'est grave ou pas grave? Voilà. Et donc, il y a des endroits où on a des valeurs sanitaires. Donc, si on laisse un petit peu de temps après la parution de l'analyse, on sait dire, regardez, par rapport à la valeur sanitaire, on est au-dessus, on est en dessous, c'est un problème, c'est pas du tout un problème. Mais il y a des endroits où il n'y a pas de valeur sanitaire parce que ça ne se prête pas à ça. Et dans ces cas-là, notre idée, c'est de pouvoir mieux cartographier à froid les territoires et de savoir traditionnellement dans le bruit de fond, qu'on soit en ville, à la campagne et autres, ce type de polluant-là, est-ce qu'on le retrouve ou pas? Et si oui, à quelle concentration? Et du coup, ce qu'on a mesuré, est-ce que c'est un marquage très particulier et qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé? Ou est-ce que finalement, on reste dans les normes de ce qu'on retrouve ailleurs en France? Autre point sur les heures et les semaines qui suivent un accident, c'est le nettoyage. Dans le cas de Lubrizol,
Le nettoyage a pris beaucoup de temps parce que c'est beaucoup de matière, à l'intérieur on reviendra sans doute, mais vraiment c'est des choses très importantes auxquelles les pompiers ont été confrontés, qu'on finit par refroidir, faire une boue d'hydrocarbures et de produits, d'un brûlé, et qui était très compacte au sol. Il a fallu beaucoup de temps pour nettoyer, avec beaucoup de problèmes d'odeur pour les riverains, de nuisances. Et donc, une des leçons, c'est qu'il faut encore plus se préparer à l'avance sur si l'accident a lieu, comment je nettoie, quels procédés, quelles précautions, quelles modalités d'évacuation des matières. Et donc, voilà, tout ça sera introduit dans la réglementation et il y aura une obligation pour l'établissement Céveso, dans leur plan, en l'occurrence leur POI, de prévoir les modalités de nettoyage. Quatrième principe, et l'un des plus importants, et je pense très en lien avec le fil rouge qui a été choisi aujourd'hui, que rappelait le président, c'est transparence, culture du risque, partage. Côté transparence, la ministre Barbara Pompili a annoncé qu'à partir du 1er janvier prochain, toutes les suites des inspections de l'inspection des incendies classés chez les industriels seront rendues publiques. On est en train de monter l'infrastructure pour ça. C'est près de 20 000 inspections par an qui sont menées. L'idée, ce n'est pas de les mettre sur 20 000 sites différents, c'est d'avoir un site qui permettra de tout récupérer. Ça nécessite des travaux en termes de système de formation chez nous, mais ça sera prêt pour le 1er janvier. Donc à partir du 1er janvier, nous publierons les suites des inspections. La deuxième mesure qui a été souhaitée, c'est mettre en place un bureau enquête accident qui est désormais opérationnel et qui a commencé à faire ses premières enquêtes. Et vous pouvez lire les rapports sur leur site internet. Donc c'est un bureau qui est en toute indépendance, en toute autonomie, soit sur sa propre initiative, soit s'il est saisi par exemple par les ministres, et qui pourra aller mener une enquête indépendante et tirer le retour d'expérience. Il ne s'agit pas de se substituer à la justice et de dire qui sont les responsables de quoi. Il s'agit en revanche de bien comprendre ce qui s'est passé et d'en tirer toutes les leçons, à l'instar de ce qu'on est en train de faire en ce moment même. Et donc on espère que ce sera un vrai progrès collectif dans ce domaine-là. Et puis dernière chose, c'est culture du risque, participation à la décision. C'est vraiment un point très important qui est remonté de la part des habitants de Rouen et de l'agglomération de Rouen, qui est de dire mais on avait le sentiment de ne pas avoir été informé avant, on ne savait pas quoi faire, en tout cas on n'était pas préparé s'il y a un accident et ne pas savoir ce qu'on devrait faire, pas faire, si, voilà, indépendamment des messages très précis, le moment venu, qui sont donnés par les autorités de gestion de crise, il y avait le sentiment de ne pas être préparé, de ne pas avoir participé à un certain nombre de réflexions ou de décisions. Voilà. Il y a plein de choses en réalité qui existent déjà aujourd'hui. Les enquêtes publiques, vous avez mentionné les S3PI, il y a des commissions de suivi de site, il y a des comités départementaux qui s'appellent les CODERS dans lesquels les choses sont dites, les documents sont accessibles sur les sites internet. Il y a une certaine bonne volonté et bonne foi collective, et notamment de la part des autorités administratives, notamment de la part de l'État, pour partager, ouvrir. Voilà. Pour autant, ce que nous dit l'accident de Rouen, c'est que ça ne fonctionne pas complètement. Il y a des insatisfactions. Le livre blanc d'Amaris lui-même soulevait des points en disant voilà, ce dispositif mériterait d'être revisité. Et c'est vraiment l'objectif qu'on s'est donné. Et donc la ministre Barbara Pompili a confié une mission à un groupe de réflexion qui est présidé par le journaliste Fred Courant et qui regroupe des scientifiques, des sociologues, des journalistes, en tout cas des gens qui ne sont pas de l'administration et qui visent à apporter vraiment un regard extérieur en disant voilà tout ce que vous avez mis en place, voilà ce qui a marché, voilà ce qui n'a pas marché, et surtout voilà tout ce que vous devriez améliorer. Et je compte vraiment sur ces rendez-vous majeurs pour nourrir cette réflexion. Je sais qu'une partie de la mission nous écoute et qu'elle puisse vraiment profiter de cette journée pour engranger les bonnes pratiques, les bonnes idées, les modifications, les évolutions qu'il faut faire. On n'est vraiment pas dans l'état d'esprit de dire ça marche parfaitement, circuler. On est vraiment au contraire sur le fait de dire on entend les insatisfactions, Rouen les a illustrées plus que jamais. Il faut maintenant qu'on en tire les leçons et qu'on sache comment mieux travailler dans ce domaine. Un grand merci, M. Bourrier. Effectivement, oui, des leçons tirées, des actions mises en place dans le cadre de la prévention des risques et de la gestion des risques. Et justement, sur cet aspect, puis vous me permettez une transition d'une certaine manière sur la transmission de l'information. Monsieur Thirion, un autre aspect qui a été mis en lumière lors de l'Ubrézel notamment, c'est l'importance capitale de communiquer auprès des citoyens et des moyens de communiquer auprès des citoyens, excusez-moi, et dans un monde de réseaux sociaux numérisés avec une numérisation croissante, et c'est vrai que le séminaire d'aujourd'hui en est un très bon exemple, avec des informations qui ne sont pas toujours avérées, avec cette notion de fake news qui circule très vite, quel outil développer justement pour donner une information fiable au plus grand nombre et surtout de manière efficace ? Alors d'abord, bonjour à tous. D'abord, merci pour cette initiative à laquelle on est associé parce que ça démontre, à mon avis, deux réalités qui renvoient à deux convictions. La première, c'est que la sécurité civile, d'une manière générale, est une politique partenariale. Elle concerne évidemment l'État et je trouve très heureux que Cédric Bourrier, qui représente le ministère de l'Environnement, ait
moi qui représente le ministère de l'Intérieur, on soit là, parce que ça montre bien qu'on travaille comme les doigts de la main, hein, il faut quand même le souligner. Mais voilà, la sécurité civile n'est pas uniquement une politique qui concerne l'État, ça concerne les collectivités locales, ça concerne les associations, donc je salue le président de la Maris, ça concerne également d'une manière beaucoup plus générale en fait l'ensemble de la population, parce que derrière, il y a un enjeu majeur, et c'est la deuxième réalité que je tiens à souligner, c'est l'acculturation de la population et faire en sorte que cette population soit consciente du risque, qu'on veut réduire, mais qu'on ne peut pas supprimer, comme l'a souligné Cédric, et que cette population sache en toutes circonstances qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, face à un certain nombre de situations. Pour revenir un peu sur Lubrizol et ce qui s'est passé à Lubrizol, tout en restant toujours extrêmement humble par rapport aux différents accidents, parce qu'on peut avoir des accidents d'une très grande gravité. Il n'y a pas eu de victimes, il n'y a pas eu de bâtiment soufflé, et la maîtrise qui a eu lieu sur le terrain, et je tiens à saluer le travail qui a été fait par le préfet, ainsi que les collectivités locales et par l'ensemble des acteurs qui ont été mobilisés, au premier rang desquels les sapeurs-pompiers, on a réussi en un temps finalement court, en 12 heures, à maîtriser un sinistre d'une très grande gravité, hein, parce que s'il n'y a pas eu de victimes, le sinistre était extrêmement grave. Il n'y a pas eu d'effet domino, qui est extrêmement important, dans une zone que l'on connaît bien, qui est la vallée de la Seine, qui a toute une série en fait, de sites Céveso. On a été capable de maîtriser cet incendie par un procédé assez compliqué, puisque comme il s'agit d'hydrocarbures, on n'éteint pas un incendie d'hydrocarbures comme ça, il faut l'étouffer, ce qui a été fait, et on a été ensuite capable de l'éteindre dans un délai à peu près de 12 heures, au prix d'une mobilisation de moyens considérable, qui souligne, avant d'aborder la question de la communication et de l'information, les enjeux de l'intervention publique, à savoir, il ne fallait pas de rupture capacitaire, c'est-à-dire que pendant ces 12 heures, on regarde les moyens qui ont été mobilisés, des kilomètres de tuyaux qui ont été déployés, de la mousse qui a été utilisée. Alors évidemment, ça posait des questions de pollution après, mais c'était le seul moyen de pouvoir éteindre l'incendie. Il ne fallait pas qu'il y ait de rupture capacitaire. Il n'y a pas eu de rupture capacitaire parce que, au-delà du département, au-delà de la commune, au-delà de l'agglomération, au-delà du département, la zone a été mobilisée, le niveau national a été mobilisé, et on a mutualisé l'ensemble des moyens dont on disposait pour les concentrer sur ce site dans le cadre justement de ce qu'on appelle le pacte capacitaire, qui aura une traduction législative, je pense, dans les prochaines semaines. Si on n'avait pas eu cette rupture, on aurait eu un phénomène domino, sans doute, à un moment ou à un autre, et on aurait pu avoir, bien évidemment, un certain nombre de conséquences particulièrement dramatiques. La deuxième chose qui mérite d'être soulignée et qui est très importante, c'est que il faut, d'une manière systématique, qu'on soit le mieux préparé à ce qui peut arriver. Parce que les accidents, les catastrophes, que ce soit naturelles ou autres, il y en aura, elles sont inévitables. Et il faut qu'on limite en fait les risques de ce que ça peut apporter sur le terrain et de ce que ça peut apporter également en crainte et en peur vis-à-vis de la population. On est d'ailleurs dans une société, il ne faut pas se le cacher, qui est fragile par rapport à ce type de risque. Et donc il faut à la fois les réduire, c'est tout le travail qui est fait dans le cadre de la préparation, il faut sensibiliser la population, il faut faire tout le travail sur l'alerte. Je pense qu'on va reparler de cette question de l'alerte, qui est une question majeure de la population, en disant à la population qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, et évidemment savoir très précisément le périmètre géographique de la population qui est concernée. Sur ces questions-là, d'ailleurs, je vais y répondre tout de suite, le fait qu'on rentre dans un dispositif de cell broadcast, alors je ne vais pas rentrer dans la technologie, mais je vais simplement indiquer ce qu'il en est une avancée majeure, et une avancée majeure qui va intervenir dans un délai court, ça a été annoncé par le ministre de l'Intérieur, puisque à l'horizon 2023, le dispositif sera déployé sur l'ensemble du territoire national. Ça signifie concrètement qu'à la différence du système des sirènes, parce qu'à Lubrizol, la question des sirènes s'était posée, est-ce qu'on fait fonctionner les sirènes? Est-ce que la nuit, ça ne provoque pas finalement de mauvaises réactions de la part de la population? Avec ce système, très concrètement, on est capable sur un périmètre d'informer la population, de faire en sorte que le message soit prioritaire, même si votre téléphone n'est pas branché, vous recevez le téléphone et vous avez un appel. On vous dit exactement ce qu'il en est, il y a un contenu de message qui vous permet de dire ce qu'il en est, et bien évidemment, ça permet ensuite de faire en sorte que vous n'ayez pas ces réactions. Vous avez parlé tout à l'heure
à juste titre de fake news, d'interrogation, mais liées en fait que quand vous ne savez pas, vous posez des questions, ou quand vous ne savez pas, vous pouvez avoir des informations qui circulent qui sont fausses et qui vous mettent dans une situation d'insécurité. Là, la priorité donnée à cette information sera un moyen de faire en sorte que la population ait une information claire qui lui permette de faire ce qu'elle doit faire. J'en profite aussi pour dire, au-delà du cell broadcast, ça a été évoqué à plusieurs reprises, il y a un dispositif qui fonctionne vis-à-vis des élus, notamment vis-à-vis des maires, qui s'appelle Gala. Et là encore, un des retours d'expérience de Lubrizol, c'est de formaliser mieux le contenu du message que l'on envoie aux maires, de manière à ce que ceux-ci, sur des zones qui évoluent, puisqu'il y avait ce fameux nuage qui a bougé sur plusieurs départements et même plusieurs régions, eh bien, on puisse donner une information aux maires, et là encore, permettre aux maires ensuite de pouvoir informer leur population. Je suis convaincu que ce sinistre qui a mobilisé considérablement les services de l'État, mais pas que, et l'ensemble des élus, je suis convaincu que ce sinistre va nous permettre une avancée importante, décisive, sur en fait, le risque industriel, qui est un risque élevé, notamment sur les grandes vallées industrielles du Rhône, de la Seine et de la Loire, sur lesquelles on est en train de travailler. Une petite information complémentaire qui est intéressante, c'est que il y a, avec les réseaux sociaux, en fait, un enseignement qu'on a tiré. C'est que les informations générales, les grandes informations, les grandes communications qui peuvent faire plusieurs pages, qui ont été faites, parce qu'il faut quand même rappeler que la préfecture a fait tout ce travail, eh bien finalement, ça n'est pas lu. Voilà, ça n'est pas lu, et quand c'est lu, ce n'est pas forcément compris, parce que ça peut être des informations extrêmement techniques. Dans ce domaine, le travail qui est fait avec une association que vous connaissez, un certain nombre d'entre vous, qui s'appelle Visov, c'est de repérer les messages qu'on voit sur les réseaux sociaux, de voir la nature des questions qui sont posées. J'ai un gamin qui va à l'école, est-ce que je peux le conduire à l'école? Vous voyez, des questions extrêmement concrètes. Et ensuite, être capable, par une sorte de task force, de pouvoir projeter sur le terrain cette équipe qui peut aider ensuite le préfet à donner des réponses précises à toute une série de questions précises. Parce qu'au fond, il y a une sorte de paradoxe dans notre société, c'est qu'à la fois, il y a énormément d'informations, et en même temps, dans la masse de ces informations, les gens sont parfois un peu perdus. Il faut donc qu'on leur donne une information claire, précise, juste, et faire en sorte que, par les informations qu'on donne, on leur dit exactement ce qu'il en est, et on voit bien les questions qui sont posées. C'est à la fois des questions sur le risque. Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que, par rapport à telle ou telle situation, je peux faire ou je ne peux pas faire? On donne l'information. Cédric l'a rappelé avec beaucoup de justesse. On a une logique de transparence absolue. Absolue. On n'a rien à cacher. Voilà. Et je pense que c'est parce qu'on n'a rien à cacher qu'on doit être en mesure de pouvoir sortir toutes les informations qu'on donne, les rendre intelligibles, et puis ensuite, bien sûr, bien veiller à ce que par la pratique, par le comportement, on fasse en sorte que la population soit protégée. Parce que derrière la logique de sécurité civile, au fond, c'est une logique globale de protection de la population. Un grand merci, Monsieur Thirion, pour ces éléments. Effectivement, alors merci à tous les deux et à tous les trois. J'ai même envie de dire parce que vous avez bien cadré l'ensemble des problématiques qui vont nous animer toute la journée, puisque je ne l'ai pas dit, mais il y a 6 thématiques structurantes: prise en compte des habitants, maîtrise des risques, gestion des risques, suivi du post-accident, risque et urbanisme et nouvelle implantation. Voilà, je le redis, 6 thématiques, 3 plateaux, pour un total de 12 débats et conférences. Un grand merci encore une fois, messieurs. Je vous invite à rejoindre la salle puisque nous allons accueillir un nouveau participant, un nouvel intervenant qui va justement nous cadrer un petit peu un contexte général dans le cadre de ces journées. Monsieur Bossua, Jean-François Bossua, venez me rejoindre pendant que vous faites le changement. Encore merci, messieurs, pour ces échanges. Merci, monsieur Thirion. Monsieur Bossua, venez me rejoindre. Alors je le précise pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes chef du bureau d'analyse des risques et des pollutions industrielles, plus communément appelé le BARPI. Effectivement, vous allez nous faire un peu un rappel sur les 10 dernières années de la chronologie, sur l'accidentologie plus particulièrement, avec un petit focus sur 2020, car il semblerait, pour d'autres raisons que le Covid, ça a été une année un peu plus douce au niveau de l'accidentologie. Monsieur Bossua, bonjour. Merci, bonjour et merci de m'accueillir pour cette journée sur les rendez-vous majeurs. Je vais vous présenter en toile de fond à cette journée un regard sur l'accidentologie des années passées et plus particulièrement sur cette dernière année de 2020.
Pour commencer, je dirais, ce regard, je vous propose de porter notre attention sur les établissements les plus sensibles, les établissements Seveso, qui comportent les plus grands potentiels de risque, et donc et c'est intéressant, et qui constituent une préoccupation, notamment d'inspection des installations classées. Alors, pour ces établissements, vous voyez sur la diapo, on constate une baisse significative des événements, de l'ensemble des événements. La courbe en bleu vous montre l'ensemble des événements, les incidents, les accidents majeurs, mineurs, et je dirais, on constate une baisse significative. En orange, vous avez les accidents. Les accidents, ce sont les événements qui ont porté atteinte aux intérêts protégés par le Code de l'environnement, que ce soit des conséquences humaines, conséquences environnementales. Et là, on voit une baisse légère des accidents en cette année 2020 et, je dirais, une certaine stabilisation de la situation. Enfin, et en gris en bas de la courbe, vous voyez les accidents majeurs, c'est-à-dire qui ont des conséquences graves et notamment qui font l'objet d'une remontée auprès de la Commission européenne. Et là, on voit une stabilisation et le nombre d'accidents reste de l'ordre de la demi-douzaine. On peut regarder aussi l'accidentologie des autres établissements que sont les établissements Seveso, donc l'ensemble des installations classées. Et là aussi, également, on voit une baisse significative de l'accidentologie, des événements, mais également des accidents où on revient à des niveaux antérieurs à ceux connus il y a 5 années en arrière. Donc on voit quand même une amélioration significative pour, je dirais, l'évolution de l'accidentologie. Si on regarde plus précisément l'année 2020, on voit que, et notamment la décomposition par secteur d'activité de l'accidentologie, et je parle bien des accidents, ceux qui ont porté atteinte aux intérêts protégés par le Code de l'environnement. On voit au premier chef les déchets, le secteur des déchets, suivi de la chimie-pharmacie, enfin tout le secteur de l'agroalimentaire et, quatrième intervenant, l'agriculture et l'élevage. Donc ce sont les principaux acteurs majeurs de l'accidentologie dans le panorama, je dirais, national. Alors ça, c'est la photographie 2020, évolution pour ces 4 secteurs d'activité par rapport aux années précédentes, et notamment par rapport à l'année 2019. Une légère augmentation en pourcentage, mais il faut relativiser puisqu'on est sur un panel d'accidents moindre par rapport aux autres années. Donc un pourcentage en légère augmentation pour la chimie, pharmacie, et également pour l'agriculture et l'élevage. Alors, on peut regarder aussi les phénomènes dangereux qui sont en cause, je dirais, lors de ces événements. Pour les accidents, le phénomène dangereux le plus prépondérant, ce sont les rejets de matières dangereuses. À 68% des cas, on a affaire à des rejets de matières dangereuses. Dans 54% des cas, on a affaire à des incendies. Et enfin, 6% des cas, des phénomènes d'explosion. Ça, ce sont pour les accidents. Si on porte le regard sur l'ensemble des événements, les données s'inversent. C'est l'incendie qui devient prépondérant, avec 59% des cas, et le rejet de matières dangereuses est en retrait à 50% des cas. Et enfin, le phénomène d'explosion reste à 5% des cas. Donc voilà un petit peu sur les phénomènes dangereux. En termes de conséquences, les conséquences sont appréciées à la fois sur le plan économique, sur le plan des conséquences humaines, sur le plan des rejets de produits, des pertes de produits, et sur le plan des conséquences économiques. Et ce que l'on constate, c'est que la prépondérance des conséquences va pour les aspects économiques, dans 70% des cas. Vient ensuite les conséquences environnementales qui se situent entre 50 et 60%, avec une augmentation des conséquences environnementales qui passe de 50 à environ 60% des cas. Enfin, les conséquences humaines, qui sont quand même très importantes, et comme ça l'a été signalé, qui sont aux alentours de 30-40% des cas, en baisse, par contre, de 40 à 30% des cas. Enfin, les conséquences sociales qui avoisinent les 30% des cas sont en
stabilisation. Conséquences sociales, qu'est-ce que vous entendez par conséquences sociales? Les conséquences, ce sont les conséquences de chômage, les conséquences de perte d'emploi pour les employés en particulier. On peut regarder l'évolution aussi également par secteur d'activité pour, je dirais, cette accidentologie 2020. Et on voit que, quels que soient les secteurs d'activité, l'accidentologie en baisse. Alors, de manière plus ou moins importante, mais c'est la tendance générale. Certaines activités, et je l'aurais signalé tout à l'heure, se stabilisent toutefois en baisse, mais vers le haut quand même par rapport aux dernières années, notamment secteur chimie-pharmacie, secteur de agriculture-élevage, qui sont des secteurs qui ont été soutenus, notamment durant cette année 2020. Enfin, on peut regarder aussi, je dirais, l'incidence de la pandémie par rapport à l'accidentologie 2020. Ce que l'on constate, c'est que la pandémie, la première période de confinement, mars-avril, l'accidentologie a été en baisse, en retrait par rapport aux 5 dernières années précédentes. La reprise d'activité, qui est intervenue en mai-juin, et qui est une période de reprise d'activité, donc une période propice aux accidents, je dirais finalement a été bien maîtrisée, puisqu'on reste dans la moyenne des années précédentes. Enfin, le retour à une activité un peu plus normale du dernier trimestre, par exemple, on se situe, je dirais, en bas des 5 dernières années que l'on a connues en termes d'accidentologie. Alors, quels ont été les facteurs d'influence de cette pandémie sur l'accidentologie? Mais il y en a plusieurs. Je dirais, la pandémie a créé des contextes un petit peu inattendus pour les entreprises, notamment des reports de travaux qui étaient programmés. Et donc, les travaux n'ont pas pu être réalisés. Des mesures de maîtrise des risques, des installations, des détecteurs qui devaient être vérifiés n'ont pu être réalisés. L'allongement des délais pour la réalisation des travaux donc, a conduit à maintenir les installations dans des situations un petit peu dégradées. Enfin, l'activité courante, notamment de prestataires en matière de sécurité qui étaient amenés à intervenir. Et je dirais, pour pallier à ce défaut de prestataires, les exploitants, dans certains cas, ont voulu réaliser eux-mêmes. Toutefois, les conditions de sécurité n'étaient pas les mêmes. Les délais d'intervention après sinistre, on a eu le cas de groupes autopompes incendie où une détection de fumée a été détectée, transmise à la télésurveillance. Cependant, l'intervention due à la pandémie a été rallongée, passée au lieu d'une demi-heure à 1 heure. Bilan, l'installation a été totalement détruite. Donc des contextes inédits, des consignes de sécurité qui n'ont pas pu être observées dans certains cas. Le non-respect de conditions de stockage également, où on a pu flirter avec les capacités maximales de stockage, situation qui n'était pas connue auparavant. Simplement, ces situations n'avaient pas été testées et la situation de la pandémie a été un test en vraie grandeur. Cependant, parfois, ça s'est mal passé. Les détecteurs de niveau des stockages n'ont pas fonctionné, n'étaient pas opérants. Donc, on a eu assisté à des phénomènes dangereux, des relargages de produits par des soupapes. Et là aussi, conjonction de facteurs, des détecteurs qui devaient être opérants dans des cuvettes de rétention n'étaient pas opérants non plus. Donc, cette pandémie a mis les installations dans des situations inédites. Certaines productions, non prévues initialement dans certaines installations, notamment pour produire du gel hydroalcoolique, ont conduit à des situations dégradées et parfois à des situations assez dramatiques au niveau des entreprises. Un aspect aussi important, c'est l'augmentation du télétravail. Qui dit télétravail, dit connexion en réseau, et certaines installations ont été confrontées à la perte de contrôle, de visualisation des contrôles de process, notamment pour des installations de méthanisation, et donc il a dû être remédié. Donc le travail en réseau suppose la mise en place de conditions d'accès sécurisées au réseau,
Sinon, ça laisse le champ un peu plus libre à des cyberattaques. Donc voilà quelques illustrations du contexte de la pandémie. Et au bilan, je dirais, si ces situations ont pu être mises en évidence, au global, on a pu observer une certaine quand même résilience des entreprises en matière de sécurité industrielle et de prévention du risque et de maîtrise du risque industriel. Un grand merci, Monsieur Bossuet. C'était effectivement fort intéressant de poser ce contexte. Et ce qu'on peut retenir très rapidement, c'est que finalement, pour tout mal, il y a un bien. Effectivement, même le Covid a eu beaucoup de conséquences négatives, mais en l'occurrence, sur l'accidentologie, ça peut avoir certaines conséquences positives. Un grand merci pour ces propos introductifs. Encore un grand merci à nos 3 intervenants précédents. Voilà, donc je vais clôturer cette plénière d'ouverture. On se donne 10 minutes de pause et après, on ouvre officiellement la journée avec les débats et les conférences sur les 3 plateaux, je le répète. Donc on se retrouve à 10h10, répartis donc dans 3 salles et vous aurez le loisir de passer de l'une à l'autre et d'interagir avec nos intervenants. Merci encore à tous et je vous dis à tout de suite.